À 4 heures précises, le téléphone sécurisé se mit à vibrer un signal discret presque banal. Et pourtant chargé d'un poids que personne n'aurait pu anticiper car dans les 72 heures qui suivaient, tout allait basculer et redessiner l'équilibre des puissances entre la France et la Russie pour longtemps. Monsieur le ministre, la voix du général Thierry Burkhardt, inhabituellement tendue, brisa le silence. Nous avons intercepté une communication en provenance du Kremlin. Vladimir Poutine doit s'exprimer publiquement dans 2 heures et vous êtes directement concerné. Un court silence suivit. Sébastien Lecornu resta immobile, seul ses doigts, tapotant doucement le lourd bureau en chêne, trahissaient une tension intérieure, un réflexe nerveux que seuls ses collaborateurs les plus proches savaient reconnaître. Le message est explicite, poursuivit le général. Des menaces claires contre vous, personnellement contre la France, en lien direct avec notre soutien militaire à l'Ukraine. Cette fois, il n'y avait plus d'ambiguïté. Il ne s'agissait pas d'une simple déclaration politique, mais d'une situation grave extrêmement sérieuse. Sébastien Lecornu. À Moscou, Vladimir Poutine apparut sur toutes les chaînes russes, costume sombre, regard de glace, avec cette posture qu'il avait perfectionnée pendant 25 ans de pouvoir absolu. Mais ce matin-là, quelque chose était différent dans sa voix. Une note de frustration presque imperceptible mais bien réelle. La France, commença-t-il en russe avec un ton délibérément lent, son ministre des Armées, ce Sébastien Lecornu, croit pouvoir défier la Russie impunément. Il fit une pause calculée. Ils envoient des armes à Kiev. Ils forment des soldats ukrainiens. Ils pensent que la distance les protège. Puis vint la menace claire et directe. Je dis à Monsieur Lecornu, la Russie n'oublie jamais. Chaque obus, chaque missile, chaque dollar envoyé à l'Ukraine sera comptabilisé. La France joue un jeu dangereux, très dangereux. Les analystes du monde entier se penchèrent immédiatement sur ce discours. Il était rare que Poutine nomme directement un ministre étranger. Cela signifiait quelque chose. À Paris, l'Élysée convoqua une réunion d'urgence. Emmanuel Macron Lecornu, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, ainsi que les chefs des services de renseignement étaient présents. L'atmosphère était électrique. « Il essaie de t'isoler, dit Macron en regardant Lecornu. Te faire passer pour l'homme qui met de la France en danger, c'est une tactique classique du KGB. » Lecornu hocha la tête. « Je sais, mais il a commis une erreur. Il m'a sous-estimé. Il pense que je vais me taire, m'excuser, ralentir notre aide à l'Ukraine. Il se trompe complètement. » Catherine Colonna intervint. Sébastien réfléchit bien. Une escalade verbale avec Poutine peut avoir des conséquences. Il a des moyens de nuire cyberattaques, désinformation, provocation militaire. Lecornu se leva et marcha vers la grande carte de l'Europe accrochée au mur. Ses yeux fixaient l'Ukraine, ce pays déchiré par 3 ans de guerre brutale. Catherine, avec tout le respect que je te dois, c'est exactement cette peur qui a permis à Poutine de faire ce qu'il veut depuis des années. La Géorgie en 2008, on avait peur. La Crimée en 2014, on avait peur. Le Donbass, peur. Maintenant, toute l'Ukraine. À quel moment arrête-t-on d'avoir peur? Le silence tomba dans la pièce. Macron observait son ministre des Armées avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Il connaissait Lecornu depuis longtemps, il savait que lorsqu'il adoptait cette posture, rien ne pouvait le faire changer d'avis. « Qu'est-ce que tu proposes ?» demanda le président. Une réponse pas diplomatique, pas politique, mais militaire, concrète, immédiate. Nous avons promis 3 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine pour 2024. Je propose de doubler ce montant 6 milliards et de l'annoncer publiquement dans les 48 heures en réponse directe aux menaces de Vladimir Poutine. L'un des conseillers s'étouffa presque. « Sébastien, c'est de la folie. Le budget de la défense ne peut pas absorber cela. S'il le peut, j'ai fait les calculs cette nuit. Nous utilisons les intérêts des avoirs russes gelés comme nous avons déjà commencé à le faire. Nous accélérons les livraisons de matériel ancien de l'armée de terre qui doit de toute façon être remplacé et nous augmentons les commandes à notre industrie d'armement, ce qui crée des emplois en France. » Emmanuel Macron réfléchissait. Ses doigts formaient une pyramide devant son visage. « C'est risqué. C'est nécessaire, » répliqua Sébastien Lecornu. « Poutine croit qu'il peut nous intimider parce qu'il pense que nous sommes comme les autres Européens divisés, hésitants, faibles. Il faut lui montrer qu'il se trompe non pas avec des mots, mais avec des actes. » Le président prit sa décision. « D'accord, mais tu le gères personnellement. Pas de fuite, préparation totale. Et quand tu l'annonces, cela doit être parfait, inattaquable. » Pendant les 36 heures suivantes, Lecornu ne dormit pratiquement pas.
Il était dans ce que l'on appelait au ministère des Armées son mode guerre, concentration totale, délégation, nul contrôle absolu de chaque détail. Son équipe travaillait. Il devait préparer 3 choses simultanément, la liste exacte de l'équipement militaire qui serait envoyé à l'Ukraine, le plan de financement qui prouverait que cela était réalisable sans déstabiliser le budget français et la stratégie de communication qui transformerait la menace de Poutine en une victoire française. À 23h30 la veille de l'annonce prévue, Sébastien Lecornu reçut un appel de Bruno Le Maire, son ancien mentor politique. « Sébastien, j'ai entendu des rumeurs. Dis-moi que tu ne vas pas faire ce que je pense que tu vas faire. » Bruno, tu sais que je ne peux pas discuter des opérations en cours. Ce n'est pas une opération, c'est du suicide politique. Défier Vladimir Poutine publiquement. Tu sais ce qu'il fait à ses adversaires. Et Lecornu resta silencieux un moment, puis d'une voix calme mais ferme. Bruno, tu m'as appris quelque chose quand j'avais 19 ans et que je travaillais comme assistant parlementaire. Tu m'as dit en politique, il y a ceux qui parlent de principes et ceux qui les défendent. Les premiers font carrière, les seconds font l'histoire. Je choisis l'histoire. Le lendemain matin, journalistes français, européens, américains, même quelques journalistes russes de médias indépendants en exil étaient présents. L'atmosphère était tendue. Tout le monde savait qu'une annonce majeure allait être faite. Le ministre monta au pupitre. Pas de notes, pas de prompteur, juste lui et sa détermination. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, sa voix résonnant clairement dans le silence absolu. Il y a 48 heures, le président de la Fédération de Russie a prononcé mon nom. Il a proféré des menaces contre la France et contre moi personnellement. Je suis ici aujourd'hui pour lui répondre. Les journalistes se penchèrent en avant. C'était sans précédent. Ils s'adressaient directement publiquement à Vladimir Poutine. Monsieur Poutine croit que les menaces fonctionnent, qu'elles font peur, qu'elles paralysent. Il se trompe. Chaque menace de la Russie ne fera qu'augmenter notre détermination à aider l'Ukraine. Il fit une pause, laissant ses mots résonner. Par conséquent, j'annonce aujourd'hui que la France double son aide militaire à l'Ukraine de 3 milliards d'euros. Nous passons à 6 milliards d'euros. Un choc parcourut la salle. Des murmures, des exclamations étouffées. Cette aide comprendra 18 nouveaux canons César, plusieurs milliers de munitions de 155 mm, des drones de surveillance français, des missiles Scalp, des systèmes de défense aérienne, des véhicules blindés et surtout la formation continue de milliers de soldats ukrainiens sur le sol français. Lecornu s'arrêta, but une gorgée d'eau, puis continua avec une intensité accrue. « Monsieur Vladimir Poutine, vous avez dit que la Russie n'oublie jamais. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose que vous semblez avoir oublié, la France non plus. N'oublie pas. Nous n'oublions pas 1812 quand vos ancêtres ont combattu Napoléon non pas par idéologie mais pour leur survie. Nous n'oublions pas 1914 à 1918 quand la Russie était notre allié contre l'impérialisme allemand. Nous n'oublions pas 1944 quand les soldats soviétiques ont contribué à libérer l'Europe du nazisme. Sa voix devint plus dure. Mais nous n'oublions pas non plus Budapest-Vilnius. Le silence dans la salle était maintenant total. Certains journalistes avaient cessé de prendre des notes hypnotisés par ce moment historique. Vous pensez que nommer un ministre français et proférer des menaces va nous intimider? Vous vous trompez gravement. Chaque menace que vous prononcez sera convertie en aide supplémentaire pour l'Ukraine. Chaque tentative d'intimidation ne fera qu'augmenter notre résolution. Sébastien Lecornu se pencha légèrement vers les microphones. Et je vous le dis clairement pour que vous n'ayez aucun doute, la France ne reculera pas. Pas d'1 centimètre, pas d'1 euro, pas d'une arme. Vous voulez un rapport de force? Le voici. Notre industrie de défense produit maintenant des Césars en série plus que notre propre armée n'en possède. Nous pouvons produire des dizaines de milliers d'obus par mois. Nos usines tournent 24 heures sur 24. C'est cela l'économie de guerre européenne et elle ne fait que commencer. Il conclut. Alors, monsieur Vladimir Poutine, si vous pensez que menacer un ministre français va changer quoi que ce soit, vous venez de comprendre votre erreur. Vous n'avez pas affaibli notre résolution. Vous l'avez renforcée. Merci. La salle explosa, les questions fusant de partout, mais Sébastien Lecornu ne prit aucune question. Il quitta le pupitre, laissant ses mots résonner. En moins de 30 minutes, son discours faisait le tour du monde. La déclaration de guerre de Lecornu à Poutine, titrait Le Figaro. Un ministre français défie ouvertement Moscou, annonçait CN. Lecornu à Poutine, chaque menace plus d'armes pour l'Ukraine, résumait d'autres médias. Mais la vraie question était comment Vladimir Poutine allait-il réagir? La réponse vint plus vite que prévu.
6 heures après le discours de Sébastien Lecornu, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov convoqua une conférence de presse d'urgence à Moscou. Les déclarations irresponsables du ministre français Lecornu sont une provocation inacceptable, dit Peskov visiblement agité. La Russie prendra des mesures appropriées pour protéger ses intérêts, mais quelque chose avait changé dans le ton. Ce n'était plus de l'arrogance, c'était de la défensive. Les analystes le remarquèrent immédiatement. Vladimir Poutine a perdu cette manche, écrivit un expert en géopolitique du CSIS. Lecornu a fait quelque chose que peu de dirigeants occidentaux ont osé répondre à la menace par l'escalade, forçant Vladimir Poutine à reculer ou à risquer une confrontation réelle qu'il ne peut pas se permettre. Les 48 heures suivantes furent critiques à Paris. L'équipe de Sébastien Lecornu surveillait chaque mouvement russe. Cyberattaque, aucune augmentation significative, provocation militaire, rien d'inhabituel. Campagne de désinformation étonnamment modérée. Vladimir Poutine, le maître de l'intimidation, semblait silencieux. Il ne sait pas comment réagir, dit le général Thierry Burkhard à Lecornu lors d'un briefing sécurisé. Tu as fait quelque chose qu'il n'attendait pas. Tu as transformé sa menace en opportunité. Maintenant, s'il escalade, il confirme ta narration que chaque menace russe augmente l'aide occidentale. S'il ne fait rien, il paraît faible. Mais le vrai choc vint d'une direction inattendue. 12 heures après le discours de Lecornu, l'Allemagne annonça qu'elle augmentait son aide militaire à l'Ukraine de 2 milliards d'euros, puis la Pologne 1 milliard 500 millions supplémentaires, le Royaume-Uni 1 milliard, les Pays-Bas 500 millions. En une semaine, l'effet domino déclenché par la réponse de Sébastien Lecornu avait généré plus de 12 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine. Vladimir Poutine avait voulu isoler la France. Il avait réussi à unir l'Europe. À Kiev, le président Volodymyr Zelensky convoqua une conférence de presse. « Je veux remercier personnellement le ministre Sébastien Lecornu, dit-il, la voix chargée d'émotion. Il a montré que le courage n'est pas mort en Europe, que face aux tyrans, il y a encore des leaders prêts à se tenir debout. » Mais tous les regards étaient tournés vers une question. Comment Emmanuel Macron gérait-il cette situation? Son ministre des Armées venait de défier directement Vladimir Poutine, créant une onde de choc géopolitique. Certains conseillers de l'Élysée étaient furieux. Lecornu a outrepassé ses fonctions, murmurait-il. Il a créé une crise diplomatique. Mais Emmanuel Macron voyait les choses différemment. Dans une interview surprise accordée à France 1, le président dit « Sébastien Lecornu a fait exactement ce qu'un ministre des Armées doit faire. Défendre les intérêts de la France et ses valeurs face aux menaces. Nous ne reculons pas. » C'était un soutien total public sans ambiguïté. Sébastien Lecornu avait le feu vert présidentiel. Un mois plus tard, le premier convoi de matériel militaire français arriva en Ukraine, canon César, flambant 9 milliers d'obus drones-missiles. Les soldats ukrainiens accueillirent les camions avec des drapeaux français. Sur l'un des véhicules, quelqu'un avait peint au pochoir « Cadeau de Lecornu à Poutine ». Les réseaux sociaux explosèrent avec cette image. Elle devint virale. Un symbole, la réponse concrète à l'intimidation. À Paris, dans son bureau du ministère des Armées, Sébastien Lecornu regardait les images sur son écran. Catherine Vautrin l'avait appelé. « Tu as fait quelque chose que personne n'osait faire, dit-elle. Tu as appelé le bluff de Vladimir Poutine. Ce n'était pas un bluff, Catherine, il était sérieux. Justement, c'est pour cela que ta réponse était si importante. Tu lui as montré que nous sommes aussi sérieux que lui, peut-être plus. » Lecornu sourit légèrement. « Tu sais ce qui est drôle, Vladimir Poutine pensait que me menacer directement me ferait peur. Il ne comprenait pas que je n'ai pas peur de lui. J'ai peur de ce qui se passe si nous ne l'arrêtons pas. » Et 3 mois plus tard, lors d'un sommet d'automne à Bruxelles, un incident révélateur se produisit. Un diplomate russe, lors d'une session à huis clos, mentionna Sébastien Lecornu. En discutant avec des homologues occidentaux, votre ministre français est devenu un obstacle aux relations russo-européennes. La réponse vint du représentant allemand. Non, le ministre Sébastien Lecornu est devenu le modèle de la manière dont l'Europe doit répondre à vos menaces, et nous le suivons tous. C'était officiel. Lecornu n'était plus seulement le ministre des Armées françaises. Il était devenu le symbole de la résistance européenne face à l'intimidation russe. À Moscou, dans les couloirs du Kremlin, on parlait différemment de lui désormais. Plus de mépris, plus de moquerie envers le jeune ministre inexpérimenté.
Désormais, c'était un respect forcé qu'on accorde à un adversaire que l'on a sous-estimé. Vladimir Poutine lui-même, lors d'une réunion avec son conseil de sécurité, aurait dit, selon des sources proches, « J'ai fait une erreur avec lui. Il ne joue pas selon les règles habituelles. » Un de ses généraux aurait répondu « Quelle erreur, monsieur le président, je lui ai donné une raison de devenir un héros. En le menaçant, je l'ai transformé en symbole. Grosse erreur. » 6 mois après l'incident initial, l'Ukraine lançait une contre-offensive majeure dans la région de Kherson. Les canons César français jouèrent un rôle crucial. Leur précision, leur mobilité et leur cadence de tir supérieure donnèrent aux forces ukrainiennes un avantage tactique significatif. Chaque obus tiré portait d'une certaine manière la signature de la réponse de Sébastien Lecornu. Chaque kilomètre reconquis prouvait que la détermination pouvait vaincre l'intimidation. Les analystes militaires commencèrent à étudier ce qu'ils appelaient l'effet Lecornu, le phénomène par lequel une réponse ferme et immédiate aux menaces russes créait plus d'unité et de détermination occidentale que n'importe quelle diplomatie prudente. À Paris, Sébastien Lecornu continuait de son travail avec la même intensité, mais quelque chose avait changé. Les autres ministres européens de la Défense l'appelaient désormais régulièrement pour des conseils. Comment gérer les menaces russes? Comment répondre sans escalader dangereusement? Sa réponse restait toujours la même, fermement, immédiatement, avec des actes, pas des mots. L'industrie de défense française explosait. Les commandes affluaient pas seulement de l'Ukraine, mais de toute l'Europe. Les pays baltes voulaient des Césars. La Pologne voulait des missiles Scalp. La Finlande voulait des systèmes de défense aérienne. Tous disaient la même chose. Nous voulons de l'équipement français parce que vous avez prouvé que vous êtes prêts à l'utiliser pour défendre nos valeurs. En septembre 2025, quand Sébastien Lecornu devint Premier ministre, l'une des premières réactions vint du Kremlin. Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien, dit simplement « Nous prenons note de cette nomination. Pas de menace, pas de provocation, juste une reconnaissance glaciale. » Vladimir Poutine avait appris sa leçon. On ne menace pas Sébastien Lecornu. On le respecte de gré ou de force. Dans les académies militaires du monde entier, l'épisode est maintenant étudié comme un cas d'école. Comment répondre à l'intimidation autoritaire? Les étudiants analysent chaque mot du discours de Sébastien Lecornu, chaque élément de sa stratégie, chaque conséquence de sa décision. La leçon est claire, face à un tyran, la prudence peut sembler sage, mais c'est souvent la fermeté qui protège vraiment. Vladimir Poutine avait construit sa stratégie sur un pari simple, l'Occident avait peur d'un conflit direct. Chaque menace ferait reculer les Européens. Chaque intimidation diviserait l'OTAN. Cela avait marché en Géorgie, en Crimée, dans le Donbass, puis vint Sébastien Lecornu, un homme que Vladimir Poutine ne connaissait pas. Un ministre jeune sans la prudence paralysante des vieux routiers de la diplomatie. Un homme qui avait étudié l'histoire et en avait tiré une conclusion simple, les tyrans ne respectent qu'une chose, la force de la résolution. Aujourd'hui, quand les historiens écriront sur la guerre d'Ukraine, ils noteront un tournant, le moment où l'Europe est passée de la peur à la détermination, le moment où un ministre français a dit non à Vladimir Poutine et a transformé une menace en catalyseur d'unité. Ce moment, c'était le discours de Sébastien Lecornu. Ces 6 mots résument tout chaque menace et plus d'armes. Vladimir Poutine voulait diviser, il a uni, il voulait intimider, il a galvanisé, il voulait affaiblir, il a renforcé. Et tout cela parce qu'il a fait une grosse erreur, il a cru que Sébastien Lecornu avait peur de lui. Il s'est trompé. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des citoyennes ordinaires, à travers l'Europe, commencèrent à envoyer des lettres au ministère des Armées français. Des milliers de messages des Polonais, des Baltes, des Finlandais, même des Allemands. Tous disaient la même chose. Merci d'avoir eu le courage de dire ce que nous pensions tous. Une grand-mère estonienne de 70 ans écrivit « J'ai vécu sous l'occupation soviétique. Pendant des décennies, je pensais que les Européens de l'Ouest avaient oublié ce que c'est que de vivre sous la menace russe. Le ministre Sébastien Lecornu m'a prouvé que je me trompais. » Ces lettres s'empilaient dans le bureau de Sébastien Lecornu. Son équipe voulait les archiver, mais il insista pour en lire une dizaine chaque jour. « Ces gens comprennent ce qui est en jeu, disait-il. Ils savent que si nous cédons maintenant, nous cédons pour toujours. » Un ancien soldat ukrainien grièvement blessé à Bakhmout envoya une photo. Il était debout à côté d'un canon, son bras en écharpe souriant. Au dos, il avait écrit en français approximatif « Ce canon a sauvé ma brigade. Merci France. Merci Sébastien Lecornu, vous êtes notre héros.
Mais tout n'était pas que soutien et admiration. Des critiques émergèrent aussi particulièrement de certains milieux diplomatiques français. Le cornu est un cow-boy, murmurait un ambassadeur français à la retraite lors d'un dîner mondain à Paris. Il joue avec le feu. Une guerre avec la Russie serait catastrophique. Ces critiques trouvèrent un écho dans certains médias. Un éditorial du Monde diplomatique titrait « La dangereuse escalade de l'écornu ». L'article argumentait que la confrontation directe avec Vladimir Poutine risquait de fermer toutes les portes du dialogue. Sébastien Lecornu écouta ces critiques avec attention. Lors d'une interview avec France Inter, il répondit directement « On me reproche l'escalade. Mais qui a escaladé? C'est Vladimir Poutine qui m'a menacé publiquement. J'ai simplement répondu. Certains voudraient que je me taise, que j'accepte l'intimidation en silence. Mais le silence face au tyran n'est pas de la sagesse, c'est de la lâcheté. » Ces mots étaient durs, mais ils résonnaient avec une grande partie de l'opinion publique. Les sondages montraient que 68% des Français soutenaient la réponse de Sébastien Lecornu à Vladimir Poutine. Dans les coulisses diplomatiques européennes, un changement subtil mais profond s'opérait. Les ministres de la Défense, qui avaient autrefois hésité à confronter la Russie, commençaient à adopter un langage plus ferme. Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius déclara lors d'une conférence à Berlin « L'approche du ministre Sébastien Lecornu nous a montré qu'il est possible d'être ferme sans être belliqueux, de se défendre sans provoquer. L'Allemagne doit prendre exemple sur cela. » En Pologne, le ministre de la Défense alla encore plus loin. Lors d'une visite à Varsovie, Sébastien Lecornu fut accueilli comme un héros national. Des milliers de Polonais se rassemblèrent devant le ministère de la Défense polonais brandissant des drapeaux français et polonais. Certains portaient des pancartes « Lecornu et De Gaulle avaient une raison et merci d'avoir défendu l'Europe ». C'était un moment surréaliste pour le ministre français habitué aux réunions discrètes et aux négociations en coulisses. « Vous avez fait quelque chose que peu de dirigeants ont le courage de faire », lui dit son homologue polonais Mariusz Błaszczak. Vous avez regardé le diable russe dans les yeux et vous ne clignez pas. Sébastien Lecornu répondit simplement « La Pologne comprend mieux que quiconque ce que signifie vivre à côté de la Russie. Votre courage inspire le nôtre. » Mais le plus grand test de la stratégie de Sébastien Lecornu arriva 3 mois après son discours initial. La Russie lança une cyberattaque massive contre les infrastructures françaises, hôpitaux, réseaux électriques, systèmes de transport. Tout fut ciblé simultanément. L'attaque était sophistiquée, coordonnée et portait clairement la signature des services de renseignement russes. C'était la réponse de Vladimir Poutine, pas militaire, mais dévastatrice quand même. Dans la salle de crise de l'Élysée, Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu et les chefs des services de sécurité se réunirent d'urgence. « Nous avons contenu 90% de l'attaque », rapporta le directeur de l'ANSI, mais certains dégâts ont été causés. Rien de catastrophique, mais significatif. Tous les regards se tournèrent vers Sébastien Lecornu. Certains attendaient qu'il exprime des regrets, qu'il reconnaisse que sa fermeté avait provoqué cette réponse. Mais le ministre des Armées ne céda pas. « C'est exactement ce que Vladimir Poutine veut, dit-il calmement. Il veut que nous pensions que c'est ma faute, que si j'avais été plus doux, plus accommodant, il ne nous aurait pas attaqués. Mais c'est un mensonge. » Il se leva marchant vers la grande fenêtre donnant sur la Seine. Vladimir Poutine nous aurait attaqués de toute façon, pas parce que j'ai été ferme, mais parce que nous aidons l'Ukraine. Cette cyberattaque aurait eu lieu que je réponde à ces menaces ou non. La seule différence, c'est que maintenant toute l'Europe sait que la Russie est l'agresseur. Emmanuel Macron acquiesça. Alors, quelle est notre réponse? Nous triplons nos investissements dans la cyberdéfense, répondit immédiatement Sébastien Lecornu. Nous partageons nos capacités avec tous les pays de l'Union européenne. Nous créons un bouclier cyber-européen et nous annonçons tout cela publiquement en expliquant exactement pourquoi nous le faisons. La stratégie était claire, transformer chaque attaque russe en justification pour renforcer l'Europe. Vladimir Poutine ne jouait plus contre un seul ministre, mais contre un système qui apprenait à se défendre de manière systématique. Dans les jours qui suivirent de la cyberattaque, plusieurs pays européens rapportèrent avoir subi des tentatives similaires. Mais grâce au partage d'informations coordonnées par la France, presque toutes furent neutralisées. L'attaque de Vladimir Poutine avait accidentellement créé ce qu'aucune directive européenne n'avait réussi à créer, une vraie coopération en matière de cybersécurité. « C'est ironique », dit le Premier ministre estonien lors d'un sommet européen d'urgence. Vladimir Poutine pensait diviser l'Europe en attaquant la France.
Il a réussi à nous unir encore plus. 6 mois après le discours initial de Sébastien Lecornu, un événement surprenant se produisit. Un ancien général russe, Andrei Gouroulev, fit défection en Occident. Lors d'une conférence de presse secrète organisée par les services de renseignement français, il révéla des détails fascinants. Quand Vladimir Poutine a décidé de menacer Sébastien Lecornu publiquement, tous ses conseillers lui ont dit que c'était une erreur. Mais il était convaincu que les Français reculeraient. Il disait « Les Français sont mous, ils préfèrent le vin et le fromage à la guerre ». Il ne comprenait pas qu'un pays peut aimer la paix et être prêt à se battre pour la défendre. Ces révélations furent explosives. Elles confirmaient ce que beaucoup soupçonnaient. Vladimir Poutine avait profondément sous-estimé la volonté européenne, et cette sous-estimation était devenue sa faiblesse stratégique. En octobre 2025, lors d'un dîner privé à l'Élysée, Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu discutèrent de l'avenir. « Sébastien, tu sais que ta nomination comme Premier ministre va provoquer une réaction à Moscou. »« Je sais, » répondit Sébastien Lecornu, « mais à ce stade, tout ce que nous faisons provoque une réaction. La question n'est pas d'éviter les réactions russes, c'est de les gérer de manière à renforcer l'Europe plutôt qu'à l'affaiblir. » Emmanuel Macron sourit. « Tu as changé. Le jeune ministre de 2017 n'aurait jamais parlé comme ça. » Le monde a changé, répondit Sébastien Lecornu. En 2017, nous pensions encore que la Russie pouvait être un partenaire. Maintenant, nous savons que c'est un adversaire. Cette clarté change tout. Quand la nomination de Sébastien Lecornu comme Premier ministre fut annoncée le 9 septembre à Washington, le département d'État salua un leader qui avait prouvé sa détermination face à l'agression. À Londres, le Premier ministre britannique appela personnellement pour le féliciter. À Kiev, Volodymyr Zelensky tweeta simplement « La France a choisi la force ». L'Ukraine applaudit, mais à Moscou, le silence fut assourdissant pendant 48 heures, puis vint la déclaration officielle de Dmitri Peskov. « Nous prenons note. » 3 mots, rien de plus. C'était peut-être la réponse la plus révélatrice. Vladimir Poutine n'avait plus de menaces à proférer, plus de provocations à lancer. Il avait compris que Sébastien Lecornu ne se laissait pas intimider. Aujourd'hui, dans les salles de cours des académies militaires de West Point aux États-Unis, de Sandhurst au Royaume-Uni et de Saint-Cyr en France, l'épisode Lecornu-Poutine est enseigné comme étude de cas. Comment répondre à l'intimidation autoritaire, comment transformer une menace en opportunité stratégique, comment maintenir l'unité face à la division. La réponse tient en un principe simple que Sébastien Lecornu lui-même formula. Lors d'une conférence à Sciences Po, il expliqua « Les tyrans testent constamment nos limites. Chaque silence est interprété comme de la faiblesse, chaque hésitation comme une invitation à aller plus loin. La seule langue qu'ils comprennent vraiment est celle de la détermination inébranlable. » Un étudiant leva la main. « Monsieur le Premier ministre, n'avez-vous jamais eu peur que votre réponse mène à une escalade incontrôlable? » Sébastien Lecornu réfléchit un moment avant de répondre « Bien sûr que j'ai eu peur. Seul un fou n'aurait pas peur. Mais j'avais encore plus peur de ce qui se passerait si nous ne répondions pas. L'histoire nous enseigne que l'apaisement face aux dictateurs ne mène jamais à la paix, seulement à des guerres plus grandes plus tard. » Il marqua une pause. En 1938, Chamberlain est revenu de Munich en proclamant la paix pour notre temps. 1 an plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclatait. Pourquoi? Parce que Hitler avait interprété l'apaisement comme de la faiblesse. J'ai étudié cette histoire. J'ai juré de ne jamais la répéter. Dans les archives du Kremlin, selon des sources de renseignement occidentales, un dossier spécial Sokol existe maintenant. Son titre, Le problème Sébastien Lecornu. Il contient des centaines de pages d'analyse sur comment neutraliser l'influence du Premier ministre français. Mais chaque stratégie proposée se heurte au même obstacle. Sébastien Lecornu ne répond pas aux tactiques habituelles. Il ne peut pas être intimidé, il ne peut pas être acheté, il ne peut pas être manipulé. Un analyste russe aurait écrit dans une note confidentielle « Lecornu représente un nouveau type de dirigeant occidental. Il n'a pas peur du Kremlin et cette absence de peur est contagieuse. D'autres leaders européens commencent à l'imiter. C'est un problème stratégique majeur pour la Fédération de Russie. » Cette analyse était exacte. En 2024 et 2025, on observa une transformation progressive mais réelle du discours européen face à la Russie. Les mots « apaisement » et « dialogue » cédaient la place à « dissuasion » et « fermeté ».
Ce changement sémantique reflétait un changement de mentalité et au centre de cette transformation se trouvait l'exemple de Sébastien Lecornu. Le dernier chapitre de cette histoire reste à écrire. Vladimir Poutine est toujours au pouvoir en Russie. La guerre en Ukraine continue. Les tensions entre l'Occident et Moscou restent élevées, mais quelque chose d'essentiel a changé. L'Europe n'a plus peur de dire non. Elle n'hésite plus à se défendre. Elle comprend qu'entre la guerre et la paix, il existe un troisième chemin, la dissuasion par la détermination. Sébastien Lecornu l'a formulé ainsi lors de son premier discours de politique générale comme Premier ministre. La France ne cherche pas la guerre, mais elle ne la craint pas non plus. Nous préférons la paix, mais pas n'importe quelle paix. Pas la paix des cimetières, pas la paix de la soumission, la paix de la liberté. Et cette paix-là mérite qu'on se batte pour elle. Ces mots résonnèrent à travers l'Europe et au-delà. Ils capturaient l'esprit d'une nouvelle ère, une ère où les démocraties européennes redécouvraient quelque chose qu'elles avaient presque oublié, que la liberté a un prix et que ce prix vaut la peine d'être payé. Vladimir Poutine avait voulu faire de Sébastien Lecornu un exemple. Il avait réussi, mais pas de la manière qu'il imaginait. Sébastien Lecornu était devenu un exemple, certes, mais un exemple de courage, de détermination et de refus de l'intimidation. Un exemple que d'autres suivent, un exemple qui changerait l'équilibre du pouvoir en Europe pour les décennies à venir. Tout cela parce qu'un matin à 4h17, un téléphone crypté avait vibré dans un bureau parisien et parce que l'homme qui avait répondu à cet appel avait décidé de ne pas avoir peur.